très formateur pour la suite de ta carrière et ça te ferme pas de porte dans le sens où je pense que c'est un stage qui t'apporte beaucoup et qui est bien vu dans la suite de ta carrière. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je reçois Thibaut, VC analyste chez Idinvest. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler de Sonar, le podcast de Maxime Fonsal qui part à la rencontre d'anciens étudiants d'école qui ont su trouver leur voie. Pourquoi je vous en parle? En fait, parce que ce podcast est complètement complémentaire de ce que je fais avec Wannabe. En rencontrant non pas des stagiaires mais d'anciens étudiants en CDI, Sonar vous offre la possibilité de voir plus loin et de comprendre comment ces personnalités ont construit leur parcours, leur réseau et pourquoi elles ont choisi de faire ce métier. Il y a déjà une quinzaine d'épisodes en ligne qui couvrent des métiers très divers allant du product manager chez Ledger jusqu'à l'analyste en private equity chez Ardian, en passant par le métier d'enseignant. En particulier, je vous conseille l'écoute de l'épisode numéro 6 avec Sophie Bruchou, VC chez Idinvest qui donne plein d'insights sur la construction de son parcours pour arriver au métier de VC. Voilà, foncez écouter le podcast de Maxime, Sonar, S-O-N-A-R, disponible sur toutes les plateformes. Ok, salut Thibaut, bienvenue dans le podcast Wannabe, merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Peut-être, est-ce que tu peux te présenter brièvement ainsi que ton stage ? Salut Maxence, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Thibaut, je suis étudiant en 3e année à l'ESSEC et en ce moment je suis en stage chez Idinvest. Donc Idinvest c'est un fonds de venture capital qu'on abrège en VC, donc un des plus gros fonds en France et j'y suis depuis janvier. Ok, hyper clair comme description, parfait. Peut-être est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu faire ce stage en venture capital, donc en capital risque, pourquoi tu as voulu faire ce stage en VC ? Alors c'est vrai que j'en ai pas mal entendu parler, je pense que c'est un secteur qui intéresse de plus en plus de gens pour plusieurs raisons. Moi, ce qui m'intéressait en tout cas de mon côté, c'était le côté multisecteur, c'est-à-dire que le VC, ça fait partie des milieux comme d'autres, notamment le conseil, où tu vas pouvoir approcher et travailler sur une multitude de secteurs. Ça va être le retail, la santé, l'assurance, l'éducation, enfin, des logiques B2B, B2C, c'est hyper varié en termes de secteurs, selon les startups sur lesquelles tu vas travailler. Donc ça, c'était la première raison, c'est-à-dire que je voulais pas forcément me spécialiser sur un secteur en particulier. La seconde, c'est que tu es en contact avec des personnes brillantes et hyper inspirantes. Je parle pas forcément que de mes managers, mais aussi des entrepreneurs que tu rencontres qui sont forcément toujours hyper inspirants et qui vont être capables de modifier l'économie, voire la société dans 2, 5, 10 ans. Donc ça, c'est un super point. Et puis aussi, il y a le côté forcément start-up où tu entends de plus en plus parler de start-up par-ci, par-là. Et moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est qu'est-ce que c'est en fait une bonne start-up? Qu'est-ce qui fait que après 1-2 ans d'existence, tu es capable de savoir si c'est une start-up qui va effectivement changer la donne ou si c'est quelque chose de plus commun, parce que c'est facile de découvrir une bonne start-up après 10 ans d'existence, mais comment tu fais pour, au tout début, aux prémices, comprendre ce que ça fait comme une bonne start-up. Donc ça, c'était un truc où, tu vois, quand tu entends de plus en plus parler de start-up, tu as envie un peu de savoir sur quoi ça repose, quels sont leurs modes de financement et qu'est-ce qui fait que, enfin, comment distinguer une bonne start-up d'une start-up plus commune. Donc ça, c'était un point très important pour moi dans ce stage. Et enfin, il y a l'idée que le venture capital, en tout cas, je sais pas, c'est vraiment un tremplin, mais en tout cas, c'est très formateur pour la suite de ta carrière et ça te ferme pas de porte dans le sens où je pense que c'est un stage qui t'apporte beaucoup et qui est bien vu dans la suite de ta carrière, notamment parce que ça développe ton esprit analytique sur plein de sujets, sur le marché, sur la concurrence, sur comment analyser une boîte. Et il y a aussi cette approche, comme je te disais, assez généraliste, assez multisectorielle, qui fait que tu te fermes pas de porte après. Ouais, et puis ce qui est pas mal aussi, j'imagine, c'est d'avoir aussi un petit peu un côté finance, parce qu'il y a un peu de ça derrière le venture capital, et un côté aussi très proche des entrepreneurs, qui doit, j'imagine, te plaire pas mal, quoi. Ouais, exact. Alors sur la finance, c'est vrai que c'est un stage, on va dire, dans le milieu de la finance, parce que bien sûr, il y a de l'argent qui est en jeu, et les investissements que tu fais, c'est pas du tout négligeable. Ça va être, c'est souvent des tickets de 500 000 pour des fonds très early stage à plusieurs millions. Donc c'est vrai qu'il y a de l'argent en jeu. Après, moi, je trouve que ce que je ressens au quotidien, c'est pas un stage très financier dans le sens où Idinvest, c'est un fonds d'investissement qui a plusieurs
activités, notamment du private equity, etc. Et c'est vrai que je discute pas mal avec d'autres stagiaires et le stage que je fais n'a rien à voir avec le stage que va faire un analyste en private equity ou en fonds de fonds ou en dette, etc. Parce qu'en fait, la partie financière a assez peu d'importance. Ce que tu vas surtout regarder, c'est le marché, la concurrence. C'est davantage une analyse stratégique que tu fais qu'une analyse financière. Ok, ouais. Et c'est vrai que le venture capital, c'est connu déjà pour être un peu trendy en ce moment, mais aussi pour avoir vraiment une grosse offre. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de fonds aujourd'hui sur la place, et notamment la place parisienne. Pourquoi tu as choisi de rejoindre Idinvest en particulier? Alors, c'est vrai qu'effectivement, tu as de plus en plus de fonds. Déjà, certes, il y a beaucoup de fonds, mais il y a surtout beaucoup de candidats et finalement assez peu de place. Si tu prends sur une année, tu n'as pas non plus des centaines d'offres. Donc déjà, ce que je conseille à ceux qui veulent faire du venture capital, c'est de postuler, pas forcément partout, mais en tout cas vraiment de multiplier les candidatures parce que tu as pas, enfin, les probabilités d'intégrer un fonds sont pas non plus énormes. Sachant qu'un fonds recrute un, 2, voire peut-être 3 analystes maximum par session de stage, donc il y a vraiment assez peu de place. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais d'abord postulé dans pas mal de fonds globalement, et ensuite Idinvest a la particularité d'être un des plus gros fonds en France, en tout cas un des plus actifs. C'est-à-dire que si tu regardes le nombre d'investissements réalisés par an, c'est un des plus actifs et c'est très important quand tu es en stage parce que comme tu es là que pour 6 mois, tu as quand même envie de voir passer des deals, tu as envie de savoir comment se passe un deal, etc. Donc c'est important de rejoindre un fonds qui a justement une grosse capacité de financement. Et aussi, Idinvest a un track record qui est impressionnant. Donc si tu regardes voilà ce dans quoi le fonds investit, tu as des boîtes assez, euh, assez mythiques de la première génération de startups, donc Mythic, Criteo, etc. Et sur des boîtes plus récentes qui a fait des investissements aussi très reconnus, à la fois en France, mais aussi sur toute l'Europe. Et c'est ça qui est un truc intéressant aussi, c'est que moi, je fais des meetings avec des entrepreneurs qui sont étrangers, donc ça t'ouvre vraiment sur tout l'écosystème européen. Et ça, c'est très très riche également sur ce stage. Ouais, j'imagine. Et là, on va rentrer un peu plus dans tes missions. Toi, en tant qu'analyste, quel est ton quotidien enfin, chez Idinvest? On va dire, trois types de missions. La première, c'est ce qu'on peut appeler du sourcing. Donc, en fait, c'est tout simplement trouver des startups dans lesquelles Idinvest peut investir. Donc, en gros, c'est faire des recherches sur Internet, lire beaucoup de médias, donc des newsletters, des sites spécialisés, etc. Aller à des événements, bien que là, avec la période du confinement, c'est plutôt des événements online, mais en tout cas, rencontrer beaucoup de startups, etc. Et donc, être capable de proposer à ton équipe un certain nombre de boîtes à rencontrer et de sujets à creuser. Donc ça, c'est la première partie qui est forcément très enrichissante parce que euh, l'équipe compte surtout en fait pour on va dire, proposer de nouveaux deals, enrichir le deal flow, etc. Une fois cette première tâche, tu as une deuxième partie qui est on va dire, l'accompagnement de l'équipe sur la due diligence et sur l'analyse d'un dossier. Donc, une fois que tu as décidé voilà, de creuser un dossier en particulier, tu vas aider l'équipe sur l'analyse. Donc, l'analyse d'une startup, elle est surtout stratégique. Donc, c'est quelle est la concurrence, quel est le marché, quel est le produit, euh, qu'est-ce qui fait que cette startup est capable de révolutionner, en fait, quel est son avantage compétitif par rapport aux autres. Tout ce genre en fait, de détails que tu vas aller creuser avec l'équipe pour savoir en fait tout simplement si oui ou non ça vaut le coup d'investir. C'est ce qu'on appelle en gros la due diligence. Et la dernière partie de tes missions, ça va être des missions de support, donc c'est un peu large, mais globalement c'est aider sur des projets relatifs aux startups qui sont dans le portefeuille. Donc les projets, ça va être si justement la startup a un besoin particulier d'aider l'investisseur à bosser dessus, ça va être suivre les réinvestissements, parce qu'un fonds suit une startup sur une durée de 5 à 10 ans généralement, donc en fait tu vas devoir réinvestir dedans, tu vas suivre vraiment toute la vie de la startup, donc là tu as beaucoup de projets sur lesquels travailler, et enfin tu vas travailler sur la relation avec les LP. Donc les LP, qu'est-ce que c'est? C'est les limited partners, donc en fait ce sont les gens ou les entreprises qui confient leur argent à Idinvest, que Idinvest du coup gère et investit. Les investissements d'Idinvest sont pas faits
avec finalement les fonds d'Idinvest, c'est des gens, donc soit des entreprises, soit des particuliers, qui confient leurs fonds à Idinvest pour l'investir. Donc ça, c'est pour la partie support. Et donc pour ces LP qui ont bien sûr confié leur argent, il y a tout un tas de reporting, d'analyses à leur fournir pour que eux, ça puisse un peu suivre en fait ce que Idinvest fait avec leurs fonds. Ok, hyper clair. Et j'ai juste une question un petit peu sur la première partie de sourcing. Là, tu parlais de médias à suivre, de sites ou de newsletters. Est-ce que tu auras des exemples, par exemple, de sites ou de newsletters que tu suis, toi, pour sourcer? Oui, alors c'est pas, ça va pas forcément être hyper original, mais si tu regardes moi je suis très, enfin comme beaucoup de gens dans le VC, on est très newsletter, donc il y a beaucoup de newsletters sur le sujet. Newsletter qui est intéressant, je trouve, c'est Sifted, donc qui est une newsletter qui est faite par le Financial Times exactement, et qui est à la fois euh, concise et qui te permet aussi de creuser des sujets intéressants. Donc ils font à la fois des petites notes en mode bullet point où ils disent voilà, il y a eu ça, ça et ça qui s'est passé dans la semaine, et aussi tu as des articles beaucoup plus longs et plus intéressants à suivre. Donc ça c'est cool pour voilà, suivre un petit peu les investissements. Tu as une newsletter qui s'appelle eCap Partners qui est assez simple et qui référence en gros tous les deals qui se sont passés en France dans la semaine. Donc ça c'est très bien si tu veux juste avoir les noms. Et à côté de ça, après, tu as des newsletters davantage sur l'écosystème, et donc qui vont pas forcément te donner des noms de boîtes, mais qui vont surtout t'aider à mieux comprendre les tendances, etc. Et donc ça, je peux faire un petit placement pour la newsletter de mon collègue Alexandre, qui fait une newsletter qui s'appelle Overlooked, et qui est très cool à lire, parce que justement, ça donnera pas forcément des startups dans lesquelles investir, mais ça va t'aider à mieux comprendre un sujet un sujet sur lequel des startups sont très actives, et pourquoi c'est important à suivre. Ok, bah, c'est noté. Merci pour toutes tes références. Et je me permets d'en rajouter une newsletter aussi de quelqu'un d'Idinvest, donc c'est pour ça que ça fait sens, qui lui est sur la partie à Singapour. Je sais pas du coup si Bosch et Idinvest à Singapour ou quoi, mais en tout cas, il est passé par Idinvest, c'est sûr. Il s'appelle Asian Tech Digest, donc de Victor Teneroni, et c'est une très très bonne newsletter du coup pour suivre les deals un peu en Asie du Sud-Est. Et donc voilà. Exact, exact. Ouais. C'est vrai que moi je suis focalisé sur l'Europe, mais la newsletter de Victor est très intéressante à suivre aussi. Ok, top. Ok, bah merci du coup pour toutes tes missions. C'était très clair. Si on rentre vraiment dans les détails maintenant pour voir un peu comment elles s'articulent dans une journée, est-ce que tu peux nous parler d'une journée ou une semaine type? Est-ce que tu as des routines, je sais pas, des points où tu présentes les startups que tu as repérées, des moments où tu rencontres les entrepreneurs? Est-ce que tout ça est un peu processisé? Ouais, alors c'est justement ce que j'allais dire, c'est justement ce qui est cool, c'est que t'as pas vraiment de journée de type, en tout cas t'as pas de routine comme tu peux l'avoir, j'imagine, dans d'autres stages. Ce qui est top, c'est que justement les tâches que tu vas faire sont assez brèves, si tu veux, et dans ta journée, tu vas avoir un enchaînement de pas mal de moments. Donc là, c'est un petit peu théorique ce que je viens de dire, mais je vais rentrer plus dans le détail. C'est-à-dire que par semaine, tu vas avoir plusieurs meetings avec des entrepreneurs. Donc ça va aller de 3 à, allez, on va dire 10 meetings par semaine. Donc ça, vraiment, ça va déjà te rythmer pas mal ta semaine. C'est-à-dire que un peu partout dans ton agenda, tu vas avoir plusieurs meetings qui durent généralement entre 30 et 1 heure. Donc ça, déjà, ça te prend une bonne partie de ta semaine, et surtout, ça va vraiment te la rythmer. Ça va faire que euh, ta journée ne va pas être du tout la même que celle de la veille, ni de celle du lendemain. Donc ça vient vraiment un petit peu rythmer ta journée et ta semaine surtout. À côté de ça, les tâches sur lesquelles tu vas travailler, pourquoi je dis que c'est assez court terme, c'est parce que euh, tu vas pas travailler toute la semaine sur un seul et même dossier. Généralement, tu as plusieurs dossiers sur lesquels bosser en même temps, donc les fameuses due diligence. Donc ça va être, par exemple, tu vas devoir étudier la compétition de telle boîte à faire pour dans, je sais pas, 2, 3 jours, et étudier le marché de telle autre boîte à faire pareil dans les 2, 3 jours. Donc en fait, c'est ça, c'est souvent des tâches sur des deadlines assez courtes et très diversifiées, parce que sur beaucoup de boîtes différentes, etc. Donc ça fait que tu tournes jamais en rond, et tu as toujours
ces meetings d'un côté qui te permettent voilà, de rencontrer beaucoup de monde et de rythmer ta semaine, et à côté de ça, des tâches assez court terme sur 2-3 sujets, 2-3 dossiers en même temps. Ok, hyper clair. Et quand tu dis justement, je dois regarder la compétition sur tel ou tel marché, toi, du coup, sur quel support tu reportes et à qui tu reportes ces informations? Donc, ouais, prenons l'exemple de si tu dois analyser la compétition d'une boîte, qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que ça va être concrètement, enfin, quelle est la manière dont tu vas procéder? Généralement, tu vas identifier des gros acteurs, donc soit qui sont amenés à être disruptés, etc. Donc c'est en fait, on va dire, les leaders du marché. Donc ça, c'est assez simple, tu as beaucoup de données dessus. Et généralement, même la startup les connaît très bien, donc elle t'en parle pendant les meetings et elle va te dire que eux sont meilleurs que ces leaders du marché parce qu'ils n'ont pas compris que telle chose va révolutionner en fait le marché. Donc ça, c'est très simple, c'est des acteurs en fait établis où tu vas devoir comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre ces acteurs-là et la startup et pourquoi elle est capable de les manger, typiquement. Donc ça, c'est simple. À côté de ça, tu vas avoir d'autres startups en fait. Et c'est là où c'est peut-être plus dur, c'est être capable de trouver les startups qui sont sur le même positionnement et qui vont avancer dans la même direction que celle que tu es en train de regarder, et qu'est-ce qui va faire que celle-ci va se démarquer par rapport à l'autre. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis le reporting, c'est assez simple. Souvent, c'est des tableaux Excel où tu vas mettre le chiffre d'affaires, enfin des tableaux comparatifs Excel, tu mets le chiffre d'affaires, l'avantage en termes de produits, l'avantage en termes de euh, je sais pas, d'approche go-to-market, etc. En fait, tu vas faire tout simplement une espèce de grille d'analyse où tu vas faire différents critères et pour un peu mieux comprendre en fait qui a la plus grosse part de marché, qui a le meilleur produit, qui a la meilleure stratégie go-to-market, etc. Et donc ça va te permettre de savoir si tu as un endroit où la startup pourra aller ou pas. Ok, très clair. Tu parlais tout à l'heure de ton collègue Alexandre. Je voulais savoir du coup comment se passaient les relations entre stagiaires déjà au sein d'Idinvest et puis avec tes managers. Ouais, bonne question. Au niveau des stagiaires, donc en fait, dans mon équipe, qui est l'équipe du fonds digital de l'équipe VC d'Invest, donc c'est une des deux équipes VC d'Invest. Je suis le seul stagiaire, donc et j'ai avec moi, en fait, on va dire l'équipe en tout fait 8 personnes, donc je suis le seul stagiaire. Et ce qui est très cool à Idinvest, c'est que comme je t'ai dit précédemment, en gros, tu as un fonds de private equity, de fonds, de dette, etc. Donc c'est hyper varié, et donc tu as une vingtaine de stagiaires à Idinvest. Tu te retrouves souvent avec eux, et ça te permet en fait déjà d'avoir des relations avec des stagiaires, ce qui est cool, et aussi c'est très enrichissant parce que tu vas pouvoir comprendre en gros comment travaille une équipe de private equity, comment travaille une équipe de investor relations, comment travaille une équipe de middle office, etc. Donc c'est très riche à ce niveau-là parce que justement, tu es avec d'autres stagiaires mais qui font pas du tout le même métier que toi. Et ensuite, au niveau des managers, donc c'est des petites équipes généralement dans les fonds de VC. Donc nous, on est 8. Et voilà, généralement, les équipes de VC, il y a assez enfin voilà, souvent des équipes assez petites. Et c'est des relations hyper horizontales parce que t'as pas ce que tu as dans d'autres boîtes avec des managers au-dessus d'eux et encore au-dessus d'eux, etc. C'est très très horizontal, ce qui fait que tes relations en fait sont souvent des relations de binôme. Donc je te donne un exemple, tu as un des investisseurs d'Idinvest qui va te demander de faire tel boulot pour lui, un autre qui va te demander de faire tel boulot, et en fait toutes tes relations sont en binôme avec les différents investisseurs d'Idinvest, et c'est souvent enfin t'as assez peu de tâches qui vont descendre de personne en personne jusqu'à arriver au stagiaire, tu vois, t'es vraiment à proximité des principaux donneurs d'ordre, et donc ça c'est très cool. Et, euh, et un dernier point sur justement cette relation avec tes managers, ce que j'aime bien dans mon stage, c'est le fait que donc moi j'ai en gros 6 personnes avec lesquelles je travaille, et ça te permet d'avoir, enfin je pense que c'est assez rare dans un stage, tu vois, d'avoir 6 managers différents et de travailler avec eux de manière un peu enfin ponctuelle et pas au même moment, etc. Et donc ça te donne beaucoup de, enfin tu peux savoir un peu comment chacun fonctionne, c'est très riche en termes de diversité de manière de fonctionner, de même pour toi, pour ta routine, c'est cool de bosser avec 6 personnes différentes, et surtout tu apprends beaucoup parce que du coup tu apprends de 6 personnes différentes et t'as pas un seul manager pendant tout ton stage.
duquel tu peux apprendre. Ouais, ok, ouais. Du coup, très très formateur de ce point de vue-là. Et pendant qu'on parle justement de la vie au sein d'Idinvest, je crois qu'Idinvest c'est connu pour avoir des très beaux bureaux sur les Champs-Élysées, je crois, avec un rooftop, etc. Est-ce que tu peux me parler un peu du cadre de travail chez Idinvest? Ouais, bien sûr que je peux t'en parler. C'est vrai que c'est hyper privilégié de faire son stage sur les Champs-Élysées parce que, comme tu le dis, donc on est sur les Champs-Élysées. Il y a effectivement une terrasse dont je n'ai pas profité parce que je suis arrivé en janvier et depuis le temps n'a pas été ouf, surtout que bah voilà, comme tu sais, tout le monde est en confinement, donc j'ai pas bossé au bureau depuis un mois. Ah bah oui, du coup, avec le confinement, c'est vrai que t'as pas dû trop profiter de la terrasse, mais globalement, oui, ça a l'air quand même très chouette, les locaux chez Idinvest, et puis le cadre de vie en général. Est-ce qu'on peut revenir maintenant sur un moment qui t'aurait marqué pendant le début de ton stage? Typiquement une rencontre avec un entrepreneur, un deal que tu aurais suivi du début à la fin, une journée en particulier. Voilà, est-ce que tu as un moment qui t'a marqué? Ouais, alors ça c'est pas c'est pas évident parce que tu enfin comme je t'ai expliqué, t'as énormément de moments en fait dans ce stage parce que t'as pas de routine, etc. Donc c'est très très enfin c'est vraiment tu passes d'un moment marquant à un autre, donc c'est très cool. Ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est en fait le début de mon stage parce que dès la première semaine, j'ai été intégré dans un meeting avec une startup, avec justement toute l'équipe dirigeante de la startup, et je m'attendais pas forcément à être directement dans les meetings, etc. Donc ça témoigne de pas mal de confiance de la part des managers, et donc c'était très cool dès la première semaine de pouvoir faire un meeting avec justement cette boîte et de comprendre en fait rapidement en fait qu'est-ce que faisait la startup, pourquoi est-ce qu'on décidait d'y aller. C'était très challengeant intellectuellement parce qu'il faut être capable très rapidement de se plonger dans le dossier, de comprendre qu'est-ce qui est important dans ce dossier, qu'est-ce qu'il faut maîtriser avant le meeting, pendant le meeting, etc. Et surtout, en fait, ce qui est cool, c'est que cette startup donc, que j'ai rencontrée début janvier, en fait, j'ai suivi tout le process jusqu'à la term sheet. Donc la term sheet, c'est en gros une lettre d'intention que tu envoies à la startup pour lui dire que tu es prêt à investir dans cette startup. Et donc voilà, le moment marquant de mon stage, c'est d'avoir justement été très rapidement en contact avec une startup dès les premières discussions et d'avoir pu suivre justement tout le process jusqu'à l'investissement. Ok, trop bien, trop bien. Et hyper intéressant. Est-ce que tu peux peut-être nous dire maintenant ce que tu penses apprendre pendant ce stage? Tu parlais tout à l'heure des analyses que tu peux faire, etc. Donc j'imagine qu'il y a un peu de hard skills analytiques. Voilà, globalement, qu'est-ce que tu penses apprendre chez Idinvest? Ouais, bonne question. Sur les hard skills, souvent on pense un peu outils. Quand on pense hard skills, on se dit que on va apprendre enfin qu'il y a une maîtrise, que ça passe par une maîtrise d'outils, etc. En VC, c'est pas forcément le cas parce que c'est un milieu qui est beaucoup plus flexible ou qui cherche beaucoup plus l'efficacité que ne le fait peut-être un cabinet de conseil ou une banque d'affaires, dans le sens où tu vas pas passer des heures sur PowerPoint ou sur Excel. C'est un truc que j'ai découvert en venant en VC, c'est que il y a quand même une approche un petit peu start-up sur certains points, dans le sens où on n'a pas envie de faire des présentations de 2 heures sur, euh, sur un point, on n'a pas envie d'avoir des Excel à rallonge, etc. Donc là-dessus, je pense que c'est pas forcément un gros perfectionnement, mais par contre, il faut être capable de maîtriser ça parce que tu vas quand même travailler dessus. Mais comme je te dis, il n'y a pas ce côté, il y a pas ce côté où tu vas passer des heures sur PowerPoint ou Excel, même si tu travailles forcément dessus. Tu apprends à côté de ça quand même à bosser sur quelques outils, donc des bases de données typiques que les gens qui travaillent en VC connaissent, donc Dealroom, Crunchbase, qui sont des bases de données en fait qui te sortent les startups qui ont reçu des financements sur la période que tu choisis, sur la géographie que tu choisis. Bref, des bases de données en gros d'investissement. Quelques autres outils, typiquement Apani ou Aptopia, en fait, qui sont on va dire des plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir analyser les performances d'une application mobile. Donc si tu veux investir dans une app, tu vas aller sur Aptopia ou Apani et comparer en fait cette app avec d'autres apps du secteur, des concurrents, etc. Donc ça fait quand même, tu as quelques outils quand même que tu apprends à maîtriser. En fait, surtout ce qui est important, je pense, c'est être capable de comprendre rapidement un BP, et c'est là-dessus que j'ai le plus progressé, c'est euh, voilà, on t'envoie un business plan, pardon, BP business plan, et tu dois être capable en fait de l'analyser, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui est important dans ce BP, qu'est-ce que c'est un taux de croissance acceptable pour investir dedans, qu'est-ce que c'est un coût d'acquisition client qui est acceptable,
euh, qu'est-ce que c'est, je sais pas, une croissance en revenus qui est vraiment phénoménale. Donc voilà, avoir vraiment dans sa tête un certain nombre de métriques que tu es capable de ressortir et d'avoir vraiment des bases d'analyse solides. Et ça, je vois une vraie progression par rapport au début de mon stage où en fait, je passais des heures à analyser des BP et à savoir ce qui était important ou pas. Et là, tu es vraiment capable très rapidement de sortir les principaux chiffres et de savoir si en fait c'est bon ou pas concrètement. Donc ça, c'est très cool. Et en termes peut-être de soft skills, du coup, qu'est-ce que tu apprends? C'est en fait la connaissance de plein de secteurs. Donc c'est être capable, je sais pas si on peut qualifier ça de soft skills, mais c'est être capable de te plonger dans un secteur rapidement, parce qu'il faut savoir que des cycles d'investissement dans des startups, c'est assez court. Entre le moment où tu rencontres la startup et le moment où tu décides finalement d'investir, c'est très court. Donc tu dois être capable de te plonger dans un secteur rapidement, de comprendre vraiment ce qui est important et quels sont les tenants et les aboutissants du marché, quelles sont les tendances côté consommateur, qu'est-ce qui fait que tel concurrent est meilleur qu'un autre, etc. Ça, c'est assez challengeant, surtout sur des secteurs où moi, j'étais pas du tout à l'aise, typiquement l'assurance ou des fintech, tu vois, où c'est des secteurs où il faut vraiment creuser, lire beaucoup de documentation. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris, c'est-à-dire se plonger dans un marché et comprendre, comprendre, en tirer ce qu'il y a à comprendre par rapport à la startup. À côté de ça, en termes de soft skills, j'en ai un peu parlé, mais c'est en fait comprendre comment des investisseurs travaillent et réfléchissent. Et ça, c'est ce que je retiens beaucoup de ce stage, c'est avoir bossé avec 6 personnes différentes et avoir compris comment est-ce qu'ils travaillaient, comment est-ce qu'ils décidaient d'investir ou pas, parce que le VC, c'est beaucoup un métier de personne finalement et un métier euh, de feeling, de conviction, etc. Et donc c'est hyper riche de bosser avec des gens et que eux te donnent leur vision des choses, de comprendre comment ils fonctionnent, etc. Donc ça je pense que c'est vraiment ce que je retiens le plus de ce stage, même si bien sûr c'est pas fini. Et enfin, un truc dont je m'étais pas forcément auquel je m'étais pas forcément préparé et qui pourtant est important, c'est l'efficacité, parce que le fonctionnement d'un fonds de VC n'était pas du tout celui auquel je m'attendais, dans le sens où vraiment il y a une recherche d'efficacité, parce que justement, euh, comme je t'ai dit, les cycles d'investissement sont assez courts, donc il faut aller vite, donc il faut produire et aller à l'essentiel, etc. Et donc c'est vraiment à l'opposé de ce que tu peux avoir peut-être dans des grandes boîtes, je sais pas, j'imagine, mais dans des grandes boîtes où en fait on va te demander de faire des beaux rapports, faire des choses comme ça. Donc bien sûr il y a une recherche de qualité, mais il y a aussi une recherche d'efficacité, parce que il faut être capable de rapidement produire des analyses. Donc ça c'est un point que je retiens aussi, c'est le côté il faut être efficace et aller droit au but. Ok, donc plutôt formateur quand même ce stage, même si effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas fini. Si on revient au commencement, comment tu as eu le stage chez Idinvest? Comment s'est déroulé le process? Est-ce que tu as eu plusieurs tours? Est-ce que tu as eu des cas pratiques? Est-ce que tu peux parler aussi des questions que tu as pu avoir aux entretiens pour éclairer les étudiants qui voudraient postuler en VC? Ouais, bien sûr. Moi, ce que j'avais eu comme entretien, ça se faisait en 3 tours. Donc le premier tour, c'est un entretien de fit, comme tu peux en avoir sur beaucoup de stages, où en fait, l'idée, c'est surtout d'identifier les gens avec qui tu as envie de travailler et de faire un premier screening. Donc c'était un entretien assez cool, dans le sens où tu es tout de suite mis à l'aise, les questions sont pas là pour te piéger, surtout des questions sur ta connaissance de l'écosystème, startup, etc., etc. Donc, ça va être des choses comme quelle est ta startup préférée, dans quelle startup tu aimerais investir, quel est ton entrepreneur préféré, quelle est la tendance que tu suis de près en ce moment, quels sont les médias que tu suis, etc. Donc ça, c'est des questions, on va dire, de premier tour pour un petit peu comprendre qui tu es et comprendre ta connaissance du milieu. Ça, c'était le premier tour. Le deuxième tour, j'avais eu un cas pratique. Donc effectivement, tu as des cas pratiques des fois. Ça peut dépendre des fonds, j'imagine. Mais moi, j'avais un cas pratique où en fait, c'était à la fois une partie analytique sur des calculs de taille de marché, etc., et des calculs de market sizing typiquement, et une partie créative sur mes idées de développement pour une startup, comment l'aider à se développer typiquement. Donc intéressant aussi. Et un troisième tour final euh, avec avec du coup les managers. Euh, et donc en fait, ce que j'en retiens, c'est que ce qu'on recherche en VC, j'ai l'impression que c'est pas tant ce que tu as fait avant, c'est-à-dire que c'est important
d'avoir on va dire des prérequis en termes d'expérience, etc. Mais l'entretien va très peu porter sur ce que tu as fait avant, ça va beaucoup porter sur qu'est-ce que tu connais du milieu, qu'est-ce qui fait que toi plutôt qu'un autre en termes de ce que tu connais des startups, ce que tu apprécies en termes de secteur, etc. Et ça, j'ai vraiment apprécié le fait que, ok, on regarde un petit peu très brièvement ce que tu as fait avant, mais on passe tout de suite à ce que tu connais, qu'est-ce que tu aimes, etc. Et ça, je trouve, très appréciable par rapport à d'autres stages où on va vraiment chercher à savoir ce que tu as fait avant, etc. Et on va beaucoup s'appuyer là-dessus. Et ça témoigne aussi de ce qu'est le VC, c'est-à-dire que on n'est pas là pour t'utiliser comme une machine à faire des choses, etc. On est là vraiment pour que tu apprennes des choses aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va pas forcément chercher à savoir ce que tu as fait avant, parce que ok, c'est important que tu travailles bien, mais l'idée, c'est aussi que tu viennes pour apprendre des choses et que tu aies une vraie personnalité. Donc à ce niveau-là, c'était très cool. Ok. Ok, bah écoute, merci pour toutes ces précisions. Donc tu viens d'en parler un petit peu sur ton conseil, sur les prérequis, etc. Mais j'ai quand même une question là-dessus, c'est-à-dire que comment est-ce que justement un étudiant qui veut postuler en VC peut se renseigner sur l'écosystème? On parlait des médias tout à l'heure, mais est-ce que il faut se rendre à des événements de l'écosystème? Est-ce qu'il faut faire un stage en startup aussi pour connaître une startup de l'intérieur? Quel serait toi ton conseil et puis peut-être ce que tu vois aussi par rapport à tes collègues dans le VC? Ouais, bah, bonne question, bonne question. C'est un peu la bienséance de dire bonne question quand on répond à une question de podcast, mais là c'est vrai que je pense que c'est vraiment le truc sur lequel bah, les gens se posent des questions et c'est même moi-même une question à laquelle je m'étais posé parce que j'étais pas sûr d'avoir forcément les prérequis justement comme tu dis pour intégrer le VC. Moi ce que j'ai vu c'est que tu as quelques prérequis, c'est-à-dire il faut déjà que tu aies des expériences solides au préalable. Donc, tu peux pas te permettre de postuler en VC si tu pas d'expérience au préalable, je pense. Et en termes de champ d'expérience, c'est assez large. Tu vois, ça va de la startup au conseil, au M&A, etc. Donc, c'est assez large en termes de ce qu'on te demande pour rentrer en VC. Mais globalement, si je devais résumer, c'est soit des stages très opérationnels, enfin opérationnels en tout cas dans des startups, soit des stages plutôt où tu vas développer tes compétences analytiques en banque d'affaires ou en cabinet de conseil. C'est en gros les principaux points que je vois, sans que ce soit nécessairement un critère dans le sens où c'est tu l'as ou tu l'as pas. Tu vois, c'est pas non plus, on n'en est pas non plus à ce point-là. Mais moi, ce que je pense en termes, parce que tu me demandes mes conseils, bon après euh, je te réponds en étant juste stagiaire, donc c'est vraiment ce que moi j'observe, c'est que j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus dur en fait de rentrer dans le VC parce que c'est un truc que j'entends de la part de beaucoup de mes managers en tout cas, parce que bah, voilà, ça intéresse de plus en plus de gens et t'as pas forcément le nombre d'ouvertures de postes qui suit en même temps. Bien que il faut savoir que c'est récemment, tu as eu quand même beaucoup de postes qui sont ouverts pour soit des stagiaires, soit des profils, enfin, en tout cas des profils de début de carrière. Donc là-dessus, tu as quand même beaucoup de postes qui se sont créés. Et donc, en fait, conséquence de ça, euh, c'est que ça va être difficile de passer le screening parce que tu as beaucoup de gens qui se lancent. Et ce que je vois beaucoup, alors pas forcément pour un stage, mais surtout pour un début de carrière, c'est que on va demander de plus en plus d'être singulier, et il y a beaucoup de gens qui recommandent de commencer à créer du contenu. Je m'explique, typiquement, lancer une newsletter dans laquelle tu vas analyser des marchés ou des boîtes ou des choses comme ça. Ou alors tu vas créer un site sur lequel tu vas produire des analyses, etc. J'ai l'impression que ça va être de plus en plus comme ça. On va de plus en plus demander aux gens de pas simplement envoyer un CV, mais mais d'avoir déjà un espèce de track record de ce que tu es capable de faire en analyse, un peu comme un développeur enfin, un portfolio, un GitHub ou quelque chose comme ça. Bah, un analyste VC va devoir avoir son portfolio de mémos d'investissement, etc., pour montrer qu'il est différent des autres. Et donc ça peut être amené à devenir comme ça. Après, j'encourage pas forcément les stagiaires à tous se lancer là-dessus, tu vois, mais c'est plutôt quelque chose qui concerne les gens en début de carrière. Et pour les stagiaires, en fait, mon conseil, c'est tout simplement de se renseigner à fond, parce que c'est un milieu dans lequel tu as beaucoup de contenu, que ce soit des podcasts, des newsletters, des sites, des articles, enfin, c'est hyper riche. Et la raison à ça, c'est que, on va pas se mentir, c'est quand même un milieu d'ego où bah, les VC aiment bien parler de ce qu'ils font, etc. Donc,
ça a un avantage, c'est que du coup, tu as beaucoup de contenu en ligne. Donc, c'est pas un métier sur lequel il est difficile de se former. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Donc, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est justement de bouffer du contenu à ce niveau-là. Ok, bah écoute, merci pour tous tes conseils. Et je me permets d'en rajouter un, enfin en tout cas de compléter. Je pense que typiquement, tu parlais des podcasts. Il y a un podcast qui est hyper intéressant sur une manager chez Idinvest que tu connais, j'imagine, Sophie Bruchou, qui est passée du coup sur le podcast Sonar de Maxime Fonsal. Et du coup, je pense que c'est assez complémentaire d'aller l'écouter parce que elle donne et elle dit justement que le VC c'est de plus en plus demandé et qu'ils reçoivent 600 demandes quand ils ouvrent un poste en CDI. Donc elle donne aussi pas mal de conseils qui reprennent ce que tu as dit et qui sont assez complémentaires aussi. Donc ça peut valoir le coup d'aller l'écouter. Ouais, je connais Sophie effectivement et Maxime, donc je recommande doublement le podcast. Et justement, le point de vue de Sophie est très intéressant parce qu'elle a rejoint le VC il y a 5 ans, donc je pense 4-5 ans si ma mémoire est bonne. Donc elle a vraiment cette vision de comment le recrutement en VC a évolué ces 5 dernières années. Ok, bah voilà, allez écouter le podcast de Maxime. Peut-être pour finir, le podcast avec toi, est-ce que tu peux nous parler de la gratification de stage que l'on peut espérer en faisant un stage en VC ? En stage, c'est des niveaux. Alors encore une fois, hein, je te dis ce que moi je sais, et j'ai pas fait un stage dans tous les fonds de VC, ni eu d'offres dans tous les fonds, donc je te dis ce que je sais, mais c'est quand même des niveaux qui sont très confortables, similaires à ce que tu peux gagner en M&A ou en conseil, d'après ce que je vois de mes camarades de promo, etc. Donc c'est des niveaux hyper confortables en stage, et même en début de carrière, pareil, t'es quand même sur des standards de métier de la finance finalement. Donc j'ai pas une très bonne vision là-dessus, mais c'est des salaires hyper confortables. Ok, trop bien. Et écoute, merci beaucoup Thibaut pour tout ton retour d'expérience. Est-ce que les auditeurs peuvent te contacter si jamais ils ont des questions plus précises sur ton stage ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, soit sur LinkedIn, donc Thibaut Bernard, soit par mail, donc thibaut.bernard1@essec.edu. Avec plaisir pour répondre à leurs questions. Ok, écoute, merci beaucoup Thibaut et puis bonne continuation. Salut Maxence, merci. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.